Bonsoir à tous, bonsoir. Merci beaucoup d'être là pour ce premier live de l'année avec Uncode School. Très heureux de vous recevoir pour ce premier live. Je vois qu'il y a déjà des premiers échanges dans les commentaires. N'hésitez pas à vous présenter. Ça m'intéresse de savoir aussi potentiellement quel âge vous avez et puis ce que vous faites aussi comme profession à l'heure actuelle. Et puis peut-être ce qui vous intéresse en fait sur les outils no-code et l'intelligence artificielle. On va avoir l'occasion ce soir effectivement d'échanger autour de ces beaux outils et de savoir en fait quelles sont les grandes tendances en fait qui vont arriver en 2025 parce que c'est des choses qui sont très importantes. Ils font partie en fait d'Uncode School. Je vais avoir l'occasion également de vous présenter ça. Donc n'hésitez pas. On va attendre encore, on va dire quelques petites minutes, peut-être 1 ou 2 minutes, histoire de faire rentrer tout le monde et qu'on puisse effectivement avoir un petit peu de monde durant ce moment-là. Il est 20h02. Et bonsoir à tous. Là, bonsoir Estelle, Nancy, Thomas, Marc, Fabrice, Lola, Laurent, Carla. Enchanté. Merci de votre présence ce soir. Du coup, j'attends encore un tout petit peu. N'hésitez pas vraiment à mettre pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir, ce que vous en attendez. La question de Thomas, en fait, de savoir s'il y aura un replay. Il y aura un replay qui vous sera envoyé effectivement à la fin si vous êtes enregistré, en fait, si normalement on a bien votre mail. Vous aurez un replay, en fait, qui vous sera envoyé lorsque ce live il sera terminé, tout simplement. Donc, si vous loupez quelque chose, que vous souhaitez revoir, en fait, des éléments, n'hésitez pas, parce que effectivement vous le recevrez. Vous recevrez également normalement les slides dans votre boîte mail, donc vous pourrez les retrouver par la suite. Et comme ça vous fera des petites notes pour pouvoir démarrer par la suite. Donc pas de problème. Autre petit point qu'on peut se dire ensemble. Donc moi j'ai vos commentaires qui sont là, effectivement à côté de moi. Donc je les vois. Je vais essayer de répondre à vos questions. Normalement, au fur et à mesure que je les ai, si jamais ils viennent potentiellement compléter le propos que j'ai, que je suis en train de dire. Mais s'il y en a d'autres qui concernent sur des sujets peut-être un peu plus généraux, je les prendrai à la fin. Je suis pas tout seul non plus pour ce live, donc normalement j'ai un modérateur qui va être là avec moi. Donc si jamais j'ai loupé potentiellement une question, n'hésitez pas peut-être à la remettre dans le live pour que je puisse y répondre. Ça sera plus simple. Donc, bonjour Lionel, bienvenue. Le petit soleil en Bretagne, ça marche. Bonjour Daniel, bonjour SF. Et Marc, 61 ans, digital business developer et grosse hacker. Projet de création d'une plateforme hybride pour la rénovation durable. Beau projet en perspective. Donc, super. Merci beaucoup de ta présence. Et je vais attendre une petite minute encore, et puis on va démarrer ensemble. Et puis je pense qu'il y a du monde qui arrivera en fait au fur et à mesure de cette présentation. Voilà, donc du coup, en attendant que peut-être il y ait encore quelques personnes qui puissent arriver, moi je me présente, je m'appelle du coup Milan Boigard, je suis le fondateur en fait d'Uncode School. J'aurai une petite nouvelle à vous annoncer à la fin de cette présentation, mais j'ai créé Uncode School il y a déjà 4 ans. L'objectif d'Uncode School était simple, c'était de former. Ma passion en fait c'était effectivement d'une part la formation et d'autre part les outils no-code, et l'objectif c'était de former à ces outils-là, mais je pense que vous n'êtes pas sans savoir exactement que il y a de ça quelques mois, quelques années, il y a un autre sujet qui est arrivé sur la table, qui est l'IA, donc pour intelligence artificielle, et forcément ça va un petit peu de pair en fait avec le no-code. Je vous expliquerai ça par la suite, et donc ça sera l'occasion d'en parler. Donc n'hésitez pas également à me poser vos questions. Il est 20h05, je vous propose qu'on démarre ensemble, on est bien, et puis on essaye de faire ça ensemble, et notamment de parler de ce beau sujet, no-code et IA, ce qui va vraiment changer en 2025. Alors, pas mal de choses à vous raconter en fait sur le sujet. Effectivement, petite règle, je le refais quand même une dernière fois, mais pour être sûr que tout le monde a bien compris, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Je suis là effectivement pour y répondre. Et puis j'ai un collègue à moi, Rodolphe, qui dirige également Uncode School, qui m'accompagne aussi ce soir
à la modération pour vous aider peut-être à répondre plus rapidement que je ne ferai, parce que si je suis à fond sur ce live, effectivement, peut-être que je peux louper votre conversation, donc on peut compter sur Rodolphe pour compléter mes propos. Et je vous propose du coup de démarrer avec un petit sommaire sur les points que j'aimerais bien pouvoir vous partager en fait durant ce petit live. Et 3 points notamment. Le premier point, ça sera les grandes tendances en fait IA et no code que j'aimerais dont on va pouvoir discuter en fait les grandes tendances IA et no code de 2025, les points que je vois. Ensuite, les nouveaux rôles, puisque si effectivement il y a des nouvelles tendances, le no-code et l'IA s'arrive, il y a des nouveaux rôles en fait qui vont arriver. Donc l'idée c'est de vous présenter en fait ces nouveaux rôles auxquels on croit beaucoup chez Uncode School, et l'idée c'est de vous présenter également la nouvelle formation d'Uncode School et ce qui se prépare pour vous donner envie d'aller voir ce qui s'y passe. Voilà. Alors du coup, première chose, les grandes tendances. No code et IA, j'aurais même pu rajouter en fait en 2025. La réalité, c'est vrai que je pense que vous avez dû voir que d'un point de vue technologique, qu'on parle soit de no code ou qu'on parle soit d'IA, effectivement, on est sur des choses qui changent, j'allais dire, chaque année, mais même pas, c'est même tous les mois, voire carrément parfois toutes les semaines, vous avez des nouveautés. Là, l'idée, effectivement, c'est pas de vous faire une liste de différentes nouveautés, c'est d'essayer de vous donner un peu de perspective, de prendre un petit peu de recul, en fait, sur ce qui se passe sur cet environnement-là, pour que vous sachiez un petit peu où vous situez, que vous ayez quelques bases pour pouvoir bien démarrer par la suite lorsque vous allez attaquer tout simplement ces outils-là, pour comprendre un petit peu l'environnement. Alors, peut-être pour démarrer, en fait, lorsqu'on parle de no-code et lorsqu'on parle d'IA, de quoi parle-t-on? Alors, très clairement, pour démarrer, la partie no-code, lorsqu'on parle de no-code, on parle surtout en fait d'outils no-code. Et lorsqu'on parle d'IA, effectivement, je pense que vous avez notamment vu en fait déjà des outils comme ChatGPT, peut-être Claude, peut-être Mistral. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait des LLM, des Large Language Models. D'accord? Donc, c'est des algorithmes qui permettent effectivement d'avoir en fait ces IA génératives. Alors, peut-être, avant de rentrer un peu plus dans le détail, peut-être faire un petit peu un petit peu d'histoire, de comprendre en fait un peu sur l'histoire logicielle. Finalement, lorsqu'on parle en fait de logiciel et qu'on doit en créer un, je pense qu'on peut voir en fait finalement 2 parties. La première partie du logiciel, c'est probablement quelque chose que vous connaissez. Vous avez vu en fait soit ça chez des amis qui sont peut-être développeurs ou développeuses, vous avez vu ça dans des films ou autres. C'est finalement un logiciel qui est développé grâce à un humain qui écrit du code. Ok, c'est ce que je peux vous montrer en fait à l'image en face. Ça, c'est des lignes de code en fait que vous avez pu voir. C'est des scripts qui sont écrits et c'est ce que moi je pourrais appeler en fait de la programmation scripturale. Vous êtes avec votre clavier d'ordinateur et du coup vous êtes en train d'écrire en fait des lignes qui vous permettent de parler avec un ordinateur et du coup de faire du logiciel. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis le début du logiciel et qui existe bien évidemment encore aujourd'hui. Ok, c'est ce que moi j'appelle du Human Gen Code. Donc c'est du code généré par un humain. Ça, c'est un point très important parce que vous allez voir que l'évolution qu'il y a d'un point de vue logiciel aujourd'hui, c'est des choses qui sont un petit peu différentes. Donc, on a de la programmation scripturale qui existe depuis des années et qui est bien là. Mais vous avez également, dans un second temps, quelque chose qui est en train complètement de changer en fait depuis déjà plusieurs années. C'est ce qu'on appelle le Software Gen Code. Alors ça, tout simplement, si je dois le traduire en français, c'est tout simplement de la génération de code qui est réalisée via du logiciel. Donc ce n'est plus effectivement tout simplement l'humain en fait qui génère, qui écrit lui-même du code. C'est le logiciel qui génère son propre code et qui par conséquent génère par la suite un logiciel. Et ici, vous avez 2 temps. Vous avez quelque chose qui est déjà là depuis un certain temps, finalement, et qu'on appelle en fait, et que moi j'ai tendance à appeler plutôt de la programmation visuelle. Donc là, ici, vous avez une image, par exemple, d'un outil qui s'appelle Webflow et qui permet de designer, en fait, des sites web. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au lieu, en fait, par exemple, lorsque vous faites une page web, d'écrire du code pour coder cette page web, vous avez la possibilité, finalement, de dessiner visuellement, comme si vous étiez, par exemple, sur un PowerPoint. Vous êtes capable de mettre des éléments, de les glisser, déposer dans un environnement qui va vous générer, en fait, du code derrière et qui, du coup, vous générera également la page
la page web. Ok, ça, c'est ce qu'on appelle de la programmation visuelle. Finalement, ce qu'on appelle en fait les outils no-code, globalement, c'est la même chose que de la programmation visuelle. Ok, ça, c'est quelque chose qui existe déjà, on va dire. Les outils existent déjà depuis un grand nombre d'années, mais on va dire qu'il y a eu un vrai boom à partir du moment, en fait, post-Covid. Vraiment, on va dire 2020. Effectivement, programmation visuelle a commencé notamment à exploser. Et notamment pour une raison très simple. Il s'avère que dans le monde, si je dois vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, environ 0,5% de la planète sait faire ce qu'on appelle donc de la programmation scripturale, c'est coder. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours de plus en plus de besoins d'application de la part des entreprises. On parle de chiffres, effectivement, là, il faudrait peut-être que je vous retrouve la source, mais on parle de chiffres comme, effectivement, dans quelques années, un besoin de 500 millions d'applications, de besoins d'applications, notamment pour des entreprises, mais pour des gens qui veulent se lancer ou autres. Donc le digital est devenu, en fait, totalement incontournable, et par conséquent, l'idée, c'est que on n'a pas assez de personnes qui sont capables de réaliser en fait ces applications. Et donc l'idée, c'est d'avoir créé finalement des outils no-code qui permettent à plus de gens d'accéder à ces technologies pour être capables de créer ces outils derrière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la programmation visuelle. Donc les outils no-code. Et je vous ai parlé également d'IA. Et il s'avère que ça, notamment, on va dire qu'il y a un peu une date qui est connue et qui pourrait faire un peu historiquement, qui est quand même la date, en fait, je crois, qui va être vers novembre, en fait, 2022, le jour où ChatGPT a été finalement dévoilé au grand public. Là, ici, c'est un petit peu différent, parce que finalement, ce n'est plus à l'utilisateur de dessiner, en fait, le site web ou autre. L'idée, c'est que il va falloir, finalement, parler à un environnement technique, à une machine, à un logiciel, et ce logiciel-là va générer automatiquement du code. Donc via ce qu'on va appeler finalement un prompt. Un prompt, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait une phrase qui va décrire ce que vous souhaitez que la machine fasse, et par conséquent, il s'avère que cette machine-là va générer automatiquement du code, et vous pourrez ensuite le déployer pour avoir, par exemple, si on reprend l'image du site web, vous pourrez lui dire, génère-moi un site web pour mon entreprise qui met tel élément, telle image, etc. Vous lui donnez en fait ces différentes informations et l'outil, ChatGPT, Claude, Mistral ou tout autre LLM, va être capable, effectivement, du coup, de vous générer ce site web. Donc vraiment, je reviens, ça c'est des points qui sont très importants. On passe d'une programmation scripturale à une programmation visuelle, et ensuite à une programmation générative. Et ça, c'est des points qui sont hyper importants pour savoir où se situer, mais pour savoir également, en fait, comment... On parle souvent, en fait, du fait... je pense qu'il y a des gens dans le live qui ont envie de créer des applications, qui ont envie de créer des automatisations ou autres. La question, c'est que si jamais vous m'aviez interrogé il y a une vingtaine d'années, je vous aurais dit... il faut forcément être développeur, puisque vous pouvez faire pas autrement, en fait, tout simplement que d'écrire du code de cette manière. Il s'avère qu'aujourd'hui, vous avez des outils qui vous permettent de le faire beaucoup plus facilement, et vous n'êtes pas obligé d'avoir fait effectivement des études d'ingénieur pour être capable d'utiliser ces outils-là. Donc ça, premier point important sur ça, et j'attache beaucoup d'importance pour savoir un petit peu effectivement comment historiquement tout ça est arrivé. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est effectivement de se dire, attends, Milan, tu nous as dit que finalement, il y a de l'IA qui est capable de générer du code, donc ça veut dire que effectivement, les outils no-code, finalement, ils sont morts. Ça sert plus à rien de les utiliser. En fait, il vaut mieux tout faire générer par une IA et tout est gagné. Non, pas du tout. Au même titre que de la même manière, il y a déjà plusieurs années, on disait qu'effectivement, finalement, entre guillemets, le code était mort, ça servait plus à rien de faire du code et en fait, les outils no-code allaient tout résoudre. Non, la réalité, en fait, c'est que il n'y a pas un élément qui chasse un autre. L'idée, c'est que effectivement tous ces éléments sont complémentaires, mais c'est des points d'accroche en fonction du type de profil et du type de projet que vous pouvez faire. Pourquoi est-ce que ces outils no-code, ils sont pas morts? Je pense que peut-être vous avez déjà eu le temps de lire, mais je vous ai mis quand même quelques points qui permettent effectivement de se rendre compte à quel point en fait les outils no-code ont toujours
une pertinence en 2025 et je pense même dans les années suivantes. Pour une première chose, il s'avère que les outils no-code, en fait, se mettent à jour, tout simplement. Les outils no-code, vous avez également de l'IA intégrée à l'intérieur. Si je dois prendre, par exemple, des outils d'automatisation dont vous avez pu entendre parler, Zapier, Make, N8N, ces outils-là qui vous permettent d'automatiser en fait des process, tout simplement en fait l'IA est déjà présente à l'intérieur de ces outils. Donc c'est des outils qui bougent aussi et qui se mettent à jour tout simplement. Donc aujourd'hui vous pouvez très bien utiliser un outil qui est à la fois un outil no-code et qui permet d'avoir également de l'intelligence artificielle dedans. Et ça peut même être des outils qui vous permettent également de coder à l'intérieur. Ok ? Ensuite, il s'avère tout simplement que l'IA en tant que tel, parce que c'est quand même un grand mot, on peut y mettre un peu fourre-tout, on peut y mettre pas mal de choses, l'IA, en fait, tout simplement, si on doit être très pragmatique, ce n'est pas encore compatible avec tous les usages d'entreprise. Certes, pour certains cas d'usage, c'est intéressant, c'est pertinent, mais il s'avère que il y a plein de cas d'usage en fonction de là où vous en êtes sur votre entreprise, que vous êtes une grosse entreprise, vous êtes une jeune entreprise, vous avez beaucoup de techniques, vous avez des gens qui savent ou non utiliser en fait ces outils-là. La réalité, c'est qu'en fait, il y a différents cas d'usage et aujourd'hui, l'IA n'est pas compatible tout simplement avec ces cas d'usage et pas forcément compatible avec ces cas d'usage-là. Je pense que peut-être vous avez entendu parler d'hallucination. Pour le coup. Et c'est que lorsque vous avez en fait une conversation, par exemple sur ChatGPT, qui dure un peu trop longtemps, au bout d'un moment, l'IA va raconter entre guillemets un petit peu n'importe quoi. On va dire qu'elle hallucine. Et bon, concrètement, effectivement, c'est peut-être un peu marrant, mais en usage d'entreprise, en fait, ça paraît quand même assez compliqué. Imaginez, vous avez intégré en fait de l'IA générative ce qu'on appelle au customer support, donc aux personnes qui sont au support. Si l'IA commence un peu à halluciner, ça va vous poser des problèmes de support par la suite. Donc, petite question, est-ce qu'on a besoin d'avoir des bases de code sans utiliser les outils no-code ? Alors, effectivement, pas besoin de connaître le code pour utiliser ces outils no-code, mais on le verra par la suite. C'est quand même important d'avoir des solides notions techniques pour être encore meilleur sur les outils no-code. C'est ça qui va vraiment être intéressant. Si je continue un petit peu sur les quelques avantages pour savoir en fait pourquoi les outils no-code en fait sont pas morts, tout simplement également vous avez une transformation digitale. En fait, il y a encore beaucoup de personnes qui tout simplement ne sont pas encore formées. L'IA a pas envahi toutes les entreprises, malgré tout ce que vous pourrez voir effectivement sur YouTube, sur LinkedIn ou autre. La réalité, c'est qu'il y a encore énormément de travail à faire dessus pour former les gens, pour qu'ils puissent comprendre. Les outils sont pas forcément encore mûrs, en tout cas à minima sur l'IA. Et du coup, il y a encore pas mal de choses à faire dessus. Et c'est maintenant, en fait, qu'il faut y aller. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que les outils no-code, en fait, tout simplement, ils sont pas morts parce que, en fait, concrètement, ce qui intéresse vraiment une entreprise, c'est tout simplement de savoir si vous pouvez répondre à un besoin numérique. Ils ont besoin d'un site, ils ont besoin d'une application, ils ont besoin d'améliorer des process, en fait, afin que vous soyez plus productif ou autre. Mais ce qui est important, c'est qu'ils sont pas intéressés forcément par la technicité. Il y a pas mal d'entreprises qui ont des besoins. J'ai besoin d'avoir plus de leads. J'ai besoin d'améliorer tel ou tel process. J'ai besoin de lancer une landing page. J'ai besoin d'un site internet. La réalité, ce qui les intéresse, c'est cette solution-là. Ils ont besoin de ça. Mais par contre, ce qui les intéresse, c'est le résultat. Ils n'ont pas vraiment d'intérêt de savoir si vous utilisez des outils no-code, si vous avez besoin en fait d'utiliser de l'IA ou si vous avez besoin de faire du code. La réalité, c'est que eux, ce qu'ils ont besoin, c'est que vous leur proposiez une solution. Et ça, c'est un point qui est très important et on aura l'occasion d'y revenir après. Ensuite, et ça c'est le dernier point sur lequel je pense qu'il faut quand même y insister, les outils no-code ils sont pas morts tout simplement parce que, et je pense que vous l'avez vu passer, l'IA aujourd'hui a une consommation énergétique, d'accord, je ne parle pas vraiment de consommation énergétique, qui est bien plus importante que d'autres outils, et notamment que des outils no-code. Et donc en fait, la réalité c'est que l'IA c'est passionnant, c'est vraiment un game changer sur plein de cas d'usage, mais la réalité c'est qu'il faut se poser sur le cas d'usage en l'espèce. En effet, il y a des cas d'usage dans lesquels, en fait, c'est pas pertinent d'avoir une IA parce que peut-être que du coup, ça va pas forcément répondre en termes d'attente sur ce que vous voulez, mais en plus de ça, vous pourriez avoir exactement la même chose avec des outils no-code et en fait, ça va vous consommer beaucoup trop d'énergie
Vraiment, je parle de consommation énergétique, il y aura une consommation énergétique qui sera trop importante. Et je pense que dans le monde dans lequel on est, forcément, la question de la consommation énergétique, il y a quand même un sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait du logiciel, on ne peut pas ne pas se poser cette question non plus. Alors je pense qu'il pourrait y avoir aussi d'autres arguments, mais j'espère qu'en tout cas ceux-là vous ont intéressé et que n'hésitez pas si vous en avez d'autres effectivement à me soumettre. Autre question, je vous l'avais dit au début, on va parler aussi de savoir quelles sont finalement les tendances en 2025 en fait de l'IA générative. Je pense que ça c'est des choses que vous attendez et il y avait quelques points effectivement que j'avais envie d'évoquer. Alors comme je vous l'ai dit effectivement au début, une nouvelle en chasse une autre. On a l'impression que vraiment tous les jours, il y a un nouvel outil, il y a un nouveau chat GPT qui se lance, etc. Donc c'est difficile en fait d'y voir clair. Globalement, je vais vous donner ici une petite liste de sujets que je pense vraiment importants à regarder en 2025 parce que je pense qu'ils vont être assez j'utilise pour la deuxième fois ce terme, mais qui vont vraiment changer, qui vont être game changer, vraiment, sur le logiciel par la suite. Alors, quelques tendances de fond. Le premier, c'est que, et c'est ce que je vous mets ici, l'IA sans l'action n'est rien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, effectivement, aujourd'hui, si vous avez juste une IA dans laquelle vous pouvez poser une question, donc un prompt, et qui vous répond effectivement quelque chose, c'est intéressant. D'un point de vue de la connaissance, vous avez des choses, encore une fois, en 2022, quand on a découvert ChatGPT, on a trouvé que c'était assez incroyable. Et puis surtout, en termes d'expérience utilisateur, bah quand même, on est assez d'accord pour dire que finalement, c'est quand même mieux que d'aller chercher tout sur 10 liens Google pour avoir la réponse. Donc effectivement, ça nous apportait déjà quelque chose d'intéressant. Mais vraiment, l'IA, en fait, devient vraiment intéressante à partir du moment où elle est capable d'agir et sur d'autres logiciels. Qu'est-ce que ça veut dire en fait exactement? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous, ce que vous voudriez, c'est pas seulement poser une question, vous voudriez lui dire ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir envoyer un email à mon prospect qui lui donne les différents avantages de mon entreprise, qui lui crée un site web qui soit potentiellement adapté à son besoin, et derrière je veux également en fait qu'il m'ajoute un rendez-vous sur mon agenda. Ça, c'est différentes actions. Et en fait, vous souhaitez parler donc à un Claude, un Mistral, un ChatGPT, et d'être capable de lui donner ensuite des actions, de lui donner des ordres en lui disant tu vas là pour faire ça, tu vas dans mon Google Agenda pour me réserver un rendez-vous, tu vas effectivement me créer un site web avec telle technologie, tu vas également aller scraper telle ou telle donnée, donc aller récupérer les différentes données sur le site de mon prospect en question, etc., etc. Et donc vous allez pouvoir lui donner des actions. Il y a de ça encore quelques semaines / mois, les actions n'étaient pas possibles en fait. Et donc l'IA avec une action, c'est finalement ce qu'on appelle les agents IA. En fait, aujourd'hui, je pense que ça, vous avez probablement dû le voir passer en fait sur les réseaux sociaux et sur YouTube. On parle beaucoup d'agents IA en 2025. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une IA qui peut agir sur d'autres outils. Pour ça, vous avez notamment un protocole, peut-être que certains l'ont déjà vu, qu'on appelle le MCP, c'est le Model Context Protocol. Vous pourrez aller voir, là, ça reste un petit peu technique, mais encore une fois, c'est des choses qui sont intéressantes. Vraiment, l'année de 2025, c'est l'année des agents, mais c'est surtout l'année en fait de l'IA, où l'IA est capable de contextualiser les différents outils que vous lui donnez à disposition pour être capable d'agir et de faire des choses. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que vous allez gagner en productivité. Ça, c'est le premier point, et c'est la vraie tendance de fond en fait qu'on trouve en 2025. Ensuite, il y a une autre question, peut-être que également vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, c'est la question du vibe coding. Ok, alors ça, c'est tout simplement, il y a une vraie question, hein, je pense qu'on peut en parler ensemble, mais la réalité, c'est que cette question du vibe coding, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être capable en fait de créer des sites web, des applications mobiles, de créer des scripts en fait, sans avoir jamais à créer du code. C'est-à-dire que vous décrivez votre besoin, vous promptez votre besoin dans un outil comme Claude, ChatGPT ou Mistral, celui que vous voulez. Vous lui dites j'aimerais bien que tu puisses me créer une landing page qui fait ça, je voudrais que tu me crées une application qui fait ça, et qui permet de faire telle chose, telle chose, telle chose, et
du coup, vous avez juste en fait finalement à parler à cette IA et vous n'avez pas du coup à coder. C'est ce qu'on appelle en fait le vibe coding. Ça, c'est une nouvelle tendance qui est en train d'émerger. Je pense qu'il est encore un petit peu tôt, effectivement, en 2025 pour dire à quel point ça va vraiment changer et si demain il va y avoir des nouveaux métiers où il y aura des vibe codeurs. À titre personnel, je pense, et on pourra revoir ça dans effectivement plusieurs années, mais je pense que ça, pour le coup, ça va pas être forcément l'apanage en fait de métiers. Il n'y aura pas de métier aussi dessus. Par contre, je pense que beaucoup de personnes qui se seront formées pour avoir des bases solides techniques vont utiliser les IA pour leur créer du code et pour améliorer leur process. Ça, c'est sûr. Et c'est probablement une vraie tendance qui arrive. Effectivement, l'IA pour générer du code est assez bonne et ne va faire que devenir encore meilleure par la suite. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à des jolies choses dessus en 2025, mais également en 2026. Ensuite, vous avez la question effectivement de l'open source versus le closed source. Alors, open source, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement le code en fait qui est mis à disposition est un code qui est mis à la disposition de tout le monde. Quand vous utilisez par exemple un outil comme Outlook de Microsoft par exemple pour faire vos mails, cet outil de mail, il n'est pas open source, il est closed source. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, le code source est fermé, vous ne pouvez pas y accéder. Par contre, il existe en fait effectivement d'autres outils dans lequel en fait le code source est ouvert et effectivement ça c'est un vrai sujet et c'est la même chose en fait que vous avez sur de l'IA. Aujourd'hui, vous avez des IA qui sont closed source et des IA qui sont open source. Alors là, peut-être que juste pour vous donner quelques références, mais globalement, ici, vous avez bien compris que une IA, par exemple, comme ChatGPT ou une IA comme Claude, c'est des IA, c'est des LLM, d'accord, des Large Language Models, qui sont en closed source, qui sont totalement fermés. Vous ne pouvez pas accéder au code. Donc, c'est un peu des boîtes noires. Alors, effectivement, les outils sont impressionnants, mais c'est des boîtes noires. Et du coup, à l'inverse, vous avez des outils. Alors Mistral, ils ont commencé à en publier, hein, qui est un outil un peu comme ChatGPT mais français. Ils ont des modèles open source et puis vous pouvez aller sinon sur un outil comme Hugging Face et qui pour le coup propose en fait des modèles qui sont open source et que vous pouvez installer par exemple sur votre ordinateur et qui sont très intéressants. Vous pouvez même réentraîner et qui valent le coup. Et ça, je pense que c'est des tendances de fond en fait pour 2025 parce que on voit très bien que finalement la plupart des LLM en fait aujourd'hui deviennent de plus en plus open source et ça, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle effectivement pour le monde qui est en train d'arriver parce que le fait d'avoir accès au code, de voir un petit peu ce qui se passe, globalement et de pas avoir une boîte noire quand on est en train de développer quelque chose d'aussi important que l'IA générative qui clairement va avoir un impact sur de nombreux métiers, et ben aujourd'hui il faut le faire aussi en toute transparence et du coup c'est un peu le combat que vous allez avoir aussi en 2025-2026 sur ces différents éléments. Autre point qui est assez franco-français / franco-européen, c'est la question de l'IA Act. Ça c'est tout simplement en fait, peut-être que certains et certaines en ont déjà entendu parler, mais l'IA Act c'est tout simplement un règlement en fait européen qui régule l'IA et pour éviter en fait quelque chose de simple, c'est le fait que les IA qui sont développées notamment par les Américains ou potentiellement par les Chinois soient des IA en fait qui soient soit complètement débridées. On peut prendre l'exemple de ChatGPT ou Claude où vraiment c'est des IA qui peuvent tout faire et surtout prendre pas mal de données ou autres, voire sinon des IA chinoises qui sont elles aussi alors débridé ou bridé, on sait pas trop, puisque effectivement il y a certains sujets qu'ils ne veulent pas évoquer. Donc ça peut poser des problèmes. L'idée de l'IA Act, c'est d'essayer de développer des IA qui sont plutôt bonnes pour les humains, plutôt bonnes pour l'humanité. Et ça, cet IA Act, ce règlement européen, si on doit revenir en fait très concrètement, en 2024 et 2025, et donc a fortiori dans les années suivantes, c'est un règlement qui va s'appliquer en France. Et ça, c'est un point qui est très important. À partir du moment où vous allez intégrer de l'IA en entreprise, vous n'allez pas pouvoir intégrer n'importe quelle IA. Vous allez avoir des contraintes en fait avec l'IA, vous allez avoir des contraintes en fait RGPD, et donc par conséquent, vous n'allez pas pouvoir faire complètement n'importe quoi non plus. Pour l'instant, on n'a pas forcément encore complètement d'exemples en fait, et surtout, il n'y a pas eu de sanctions à l'heure actuelle, mais c'est un vrai sujet à prendre en compte à partir du moment où vous allez mettre de l'IA en fait en entreprise. La réalité, c'est que cet IA Act, il va arriver.
vous allez devoir vous conformer à cette IA Act et à un moment donné, du coup, il va falloir qu'il y ait également, certes, des profils techniques qui soient capables de mettre en place, mais également des profils peut-être un peu plus juridiques qui soient capables de vérifier si vous êtes bien ISO finalement par rapport à cette IA que vous avez intégrée en entreprise et qui récolte des données clients. Et dernier point, c'est un point autour finalement la différence entre LLM versus SLM. Qu'est-ce que ça veut dire? Le LLM, je vous en ai parlé, c'est Large Language Model versus SLM. SLM, c'est Small Language Model. Alors, il s'avère qu'effectivement, vous avez deux types en fait de langage que vous pouvez avoir lorsque vous faites de l'IA, si on doit grossir. Vous avez soit des modèles qui sont énormes, avec des poids qui sont très très importants et qui vous permettent effectivement, à l'instar de ChatGPT ou autre, d'être ce qu'on appelle multimodal, c'est-à-dire d'avoir des grosses fenêtres de contexte, d'être capable de recevoir finalement beaucoup de tokens en entrée et en sortie, en input et en output. C'est des modèles qui vous permettent de générer des images, et des modèles qui vous permettent de générer également potentiellement de la vidéo ou autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle des LLM. Mais il s'avère qu'en fait, les LLM ne sont pas toujours pertinents pour tous les cas d'usage. Il y a certains cas d'usage, en fait, où ça sera intéressant, en fait, d'avoir des petits langages de modèles qui vous permettent de répondre à une problématique, en fait, en particulier. Et ça, souvent, en fait, les SLM, c'est des langages, en fait, qui sont beaucoup plus petits et que vous pouvez retrouver notamment sur Hugging Face ou autres, et qui peuvent être très intéressants en fonction de vos cas d'usage. Parce que des SLM, l'intérêt, c'est qu'ils sont très pertinents dans certains cas, et en plus de ça, ils peuvent s'intégrer directement en fait en local sur vos ordinateurs. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, vous envoyez plus vos données en Chine, vous envoyez plus vos données aux États-Unis, vous avez vraiment votre IA pour vous sur votre ordinateur, sur votre smartphone, et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Aujourd'hui, alors, j'ai pas envie de dire qu'on est au début en 2025 parce qu'il y a déjà plein de choses en fait qui ont été faites. La réalité, c'est qu'il faut probablement encore attendre un petit peu on va dire, les devices se mettent à niveau. Mais la réalité, c'est que vous allez voir de plus en plus de petits langages de modèles qui vont arriver, qui vont être très spécialisés sur certains cas d'usage. Donc voici les tendances de fond en fait que je vois bien sur l'IA, à l'heure actuelle. Et qui sont, je pense, intéressantes à regarder en 2025 et en 2026. Mais malgré tout, point que je pense en fait très important, même si on parle de no-code, même si on parle d'IA, je crois qu'il y a toujours des basiques en fait qui restent. Et c'est un peu cette question qui était posée tout à l'heure, est-ce qu'il faut savoir coder en fait ou autre? En fait, pas de panique, pour moi les basiques, ils restent toujours. Et qu'est-ce qu'on a comme basique? Je voulais avoir une petite phrase un peu de rugbyman, solide sur les appuis, mais parce qu'en fait des appuis il en faut toujours, et des appuis c'est des appuis techniques. Et derrière ça, qu'est-ce que vous avez? C'est tout simplement, est-ce que vous êtes capable quand même de comprendre du code? Est-ce que vous savez architecturer un logiciel? Pas forcément des choses qui sont très très complexes. On ne vous demande pas de faire Facebook. Mais ça peut être des choses simples et le fait d'avoir des bases sur l'architecture de données, sur comprendre un petit peu de code, tout simplement ça vous permettra d'être meilleur sur les outils no-code. Ça vous permettra d'être meilleur sur de l'IA générative parce que vous arriverez à parler le même langage en fait que ces outils-là et vous verrez tout simplement que vous irez plus vite, vous serez plus pertinent, vous aurez moins de bugs et ça c'est un point qui est important. Mais je vous parlais de code et d'architecture, on pourrait également parler d'API. Alors l'idée c'est pas de vous faire un cours sur les API dessus puisque chez Uncode School on a déjà pas mal de choses sur le sujet, mais ça c'est un point important, je pense que vous avez entendu parler, la question des API, il faut absolument maîtriser ça en fait dans le monde actuel lorsque vous faites de la tech et si vous faites de l'IA et si vous faites en fait des outils no-code, vous ne pouvez pas échapper en fait aux API. Et puis bon, effectivement, il y a la question en fait du product management. Alors ça, c'est tout simplement plus une manière en fait de développer les projets logiciels. Et ça, ces sujets-là, ils sont pour moi primordiaux. Et malgré ce qu'on peut raconter en fait sur les outils no-code ou ceux de l'IA générative, la réalité, c'est qu'il n'y a rien de magique. Au bout d'un moment, si vous voulez vraiment être bon sur ces domaines-là parce qu'ils vous passionnent, comme moi, ils me passionnent, et à un moment donné, vous devez maîtriser ces basiques-là pour être bon sur ces domaines-là. Donc c'est pour ça que je pense que ça vaut le coup vraiment de vous intéresser à ça et ensuite également de passer sur ces outils no-code et l'IA générative.
Donc voilà un peu pour la première partie que je vous avais promis. Et donc, suite à ça, effectivement, de l'IA et du no-code, bah, à ça, il y a également en fait des nouveaux rôles qui se créent. Puisque je pense que si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse, mais probablement que par la suite, ce qui vous intéresse, c'est de vous dire, eh ben, moi, est-ce que je pourrais avoir ce rôle-là, et potentiellement, est-ce que je pourrais peut-être intégrer une entreprise qui fait ça, peut-être proposer mes services. Donc, quel nouveau rôle en fait est capable de faire ça, et comment se porte le marché en fait vis-à-vis de ça. Alors, qu'est-ce qu'attend le marché Qu'est-ce qu'attend le marché? Alors, le marché, c'est très large quand on dit ça parce qu'en fait, il y a plusieurs cibles. On peut soit parler de TPE, PME, on peut soit parler effectivement de start-up, on peut soit parler d'associations, on peut soit parler de grands comptes. Vous voyez que c'est des choses en fait qui n'ont un peu rien à voir. Ça sera un point qui sera important pour vous si vous choisissez demain en fait de faire ça de votre métier, d'utiliser des outils no-code pour développer des applications, des process. Si vous choisissez effectivement d'aider les entreprises à mettre de l'IA dans leur process, la réalité c'est qu'à un moment donné vous n'allez pas pouvoir être partout parce que forcément les besoins et les demandes sont pas les mêmes forcément en fonction de chaque profil de marché. Et donc là ici, vous avez forcément les TPE, PME, ils n'ont pas les mêmes besoins et les mêmes attentes que des grands comptes, mais ils n'ont pas aussi les mêmes budgets. Donc ça, c'est un point qu'il faut garder. Peut-être que dans les startups, ils sont un peu plus tech et c'est plus facile d'intégrer des nouveaux outils que dans certaines peut-être PME ou grands comptes qui sont peut-être un peu plus à l'ancienne. Après, les associations, en règle générale, par exemple, c'est des organismes qui sont très intéressés pour intégrer et gagner des points de productivité parce que en règle générale, ils ont pas beaucoup forcément de budget, pas beaucoup de personnel. Donc eux, ils sont intéressés par ces outils. Donc ça va être à vous de trouver effectivement votre marché, même dans les TPE, PME ou même dans les grands comptes. En fait, vous pouvez avoir vraiment des niches particulières. C'est-à-dire que soit vous êtes sur des organismes de formation, soit sinon vous êtes sur du BTP, soit sinon vous êtes sur un autre marché. Donc ensuite, il va falloir vous trouver une spécialité. Mais quel que soit le marché aujourd'hui que je vous ai cité, la réalité, c'est qu'ils ont tous des besoins. Ils ont tous des besoins techniques, ils ont tous des besoins numériques. Et par conséquent, ces besoins numériques, aujourd'hui, ils peuvent être remplis, bien évidemment, par du code classique, mais aussi par ce qui est du no-code et par ce qui est de l'IA. Et vous pouvez les aider, en fait, avec ça. Alors, l'idée, c'était de vous donner aussi potentiellement rapidement en fait quelques exemples si vous voulez attaquer effectivement le marché. Il y a plusieurs sujets. Et je pense qu'il y en a peut-être probablement d'autres en fait qui font déjà peut-être de la prestation sur ça. Donc n'hésitez pas à dire sur quoi vous faites de la prestation et peut-être les types de clients que vous avez. Mais voici en fait quelques exemples. Vous pouvez faire ce qu'on appelle en fait des landing pages. Vous avez une partie plus opération. Vous pouvez faire des outils internes, des applications. Donc des applications qui sont de type en fait desktop. Donc c'est votre ordinateur que vous avez sur votre bureau ou des applications mobiles vraiment que vous pouvez retrouver sur votre téléphone mobile. Vous pouvez faire de la formation. Donc vraiment, vous avez un marché en fait qui est très très large. Et bien évidemment, c'est pas l'un ou l'autre, mais souvent l'un et l'autre. Vous pouvez vendre à une entreprise de la formation, de la landing page, des opérations, des outils internes, des applications mobiles. Donc voilà, même pour une même entreprise, vous pouvez avoir plusieurs besoins particuliers. Par contre, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est pas juste de lui faire, et ça je pense que c'est un vrai sujet en fait aujourd'hui, vous ne faites pas que du technique, vous n'êtes pas que défini par du technique. Ce qui est intéressant, effectivement, j'imagine que si vous êtes là, ce qui vous intéresse probablement, c'est de faire du technique. Et moi aussi, c'est ce qui m'intéresse, j'aime pouvoir résoudre techniquement un élément. Mais c'est également d'apporter des solutions. Dire je vais faire une landing page, ça sert à rien en haut. Ce qui intéresse le client, c'est quelle est la solution que vous mettez en place en fait pour faire en sorte que cette landing page elle convertisse et qu'elle puisse convertir de manière intéressante pour que le client puisse s'y retrouver financièrement. Ok ? Lui, ce qu'il veut, c'est s'il veut plus de leads, vous lui proposez en fait de faire une landing page, et cette landing page, vous pouvez la faire de différentes manières, soit avec de l'IA, soit avec des outils no-code, soit tout simplement de le développer en code de A à Z. Donc, vous avez toujours plusieurs manières de faire, mais concentrez-vous quand vous vendez des choses, notamment sur la solution que vous apportez et en fait la vraie plus-value. L'outil en soi, et je vous le disais un petit peu au début, l'outil en soi, il n'est pas
c'est pas forcément ce qui intéresse toujours le client, c'est plus la solution que vous allez lui apporter. Ça, c'est un point en fait qui est important. Et du coup, ce qui est intéressant en fait dans votre rôle que vous aurez par la suite, bah, finalement, c'est d'avoir un rôle technique, mais également un rôle en fait qui sera probablement plus transverse en fait. Il s'avère qu'il y a encore il y a encore quelques années, il y a encore quelques années, effectivement, par exemple, dans le cas des développeurs, on pouvait avoir une différence entre des développeurs back-end et des développeurs front-end. Effectivement, ça pouvait avoir du sens, ça a toujours du sens aujourd'hui pour certains cas d'usage, mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de développeurs qu'on appelle full stack, donc ils sont capables de faire du back-end et du front-end rapidement. Pour celles et ceux qui ne voient pas ce que c'est, le back-end, c'est ce que vous ne voyez pas. Alors, je vais plutôt commencer par le front-end. Le front-end, c'est ce que vous voyez à l'écran. Ça, c'est votre front-end. Et ensuite, le back-end, c'est ce que vous ne voyez pas derrière. Notamment, ça concerne surtout votre base de données et les API et tous les algorithmes qui permettent de faire fonctionner en fait et d'échanger du données avec votre front-end. Et donc aujourd'hui, vous avez en fait plus seulement en fait des développeurs qui sont seulement back-end et front-end, mais vous avez des développeurs qui sont full stack. Pourquoi ils sont full stack? Bah, tout simplement parce qu'en fait, vous avez des technologies qui sont aujourd'hui un peu plus abordables, plus faciles à prendre en compte, et donc par conséquent, bah, le marché en fait est de plus en plus accessible. Et donc c'est pareil pour les outils no-code. Bah, le marché est de plus en plus accessible parce que c'est plus facile d'aller programmer en fait des logiciels, et par conséquent, bah, aujourd'hui, tout simplement, vous devez proposer encore plus que de la technique. Vous devez proposer des solutions complètes à vos clients. Et donc, aujourd'hui, un nouveau rôle, et pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que ça fait déjà des années que je parle de ce rôle-là, mais aujourd'hui, il est de plus en plus présent. Un nouveau rôle qui est véritablement pertinent aujourd'hui sur le marché, c'est le rôle de Product Builder. Alors, qu'est-ce que c'est que Product Builder? Globalement, c'est un métier qui est un peu plus qu'un développeur et qui fait deux choses, notamment, je pense que ici vous pouvez le voir, hein, vraiment Product et Builder. Pourquoi ces deux termes? Parce que sur votre métier, sur ce que vous allez devoir faire en entreprise, vous allez devoir effectivement builder, vous allez devoir construire techniquement une solution technique, un logiciel, d'accord, ou un process, le tout techniquement, notamment avec des outils no-code, mais ça peut être aussi avec de l'IA. Et ensuite, vous allez devoir développer ça avec une vision produit. Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, et je pourrais vous parler effectivement ensuite de ce qu'on met en place chez Uncode School, mais cette question de product management, intéressez-vous à ça. C'est des personnes en fait qui ont mis en place en fait des stratégies pour créer des logiciels de manière en fait agile avec des bonnes avec des très bons process en fait et des manières en fait de créer des logiciels qui sont devenus aujourd'hui des standards. En entreprise, vous retrouverez ce rôle de product manager à différents endroits dans des milliers ou peut-être même des millions d'entreprises en France et à l'étranger, celui de product manager. Et donc par conséquent, ils ont développé en fait aujourd'hui des stratégies pour développer un produit technique. Et aujourd'hui, ce que vous devez faire, c'est effectivement avoir ce rôle de product builder. Vous n'êtes plus seulement en train de développer un produit, vous devez avoir également cette approche produit. Ça, c'est un point qui est important. Et d'ailleurs, quelle que soit l'entreprise, en fait, que si vous êtes dans une petite entreprise, bah, vous ferez à la fois du produit et du building, de la construction, mais en même temps, si vous arrivez dans une plus grosse entreprise, bah, globalement, vous serez probablement peut-être à 80-90% sur de la technique, vous serez en train de builder, mais vous serez dans une équipe produit. Vous serez intégré dans une équipe où il y aura un product manager, où il y aura un product designer, et il y aura même peut-être, il y a plein d'autres métiers product, et il y aura également un product builder dont l'objectif sera de construire des produits à destination soit des autres équipes, soit effectivement des clients. Donc ça, vraiment, ce rôle de product builder, c'est un rôle que vous devez voir et qui augmente de plus en plus en fait chaque année. Ça fait déjà probablement depuis 2021 que je parle de ce métier. Aujourd'hui, c'est un vrai métier qui commence à être reconnu, hein, même par des instances comme France Compétences ou autres. C'est un métier en fait qui est recherché aujourd'hui en entreprise. Cherchez Product Builder sur LinkedIn, vous allez voir en fait qu'il y en a plein. Il y en a probablement peut-être même dans le chat en fait, qui sont Product Builder, qui se reconnaissent en tant que tels. Aujourd'hui, c'est un vrai métier et c'est un rôle qui est pertinent à la fois pour développer via des outils no-code, mais également en fait avec de l'IA générative.
Il faut voir également que vous avez aussi, probablement, ça pourra se retrouver sur d'autres rôles, hein, probablement. Vous avez d'autres postes possibles, en fait, que vous pourrez, sur lesquels vous pourrez accéder à ça. Globalement, vous verrez peut-être des rôles, en fait, de RevOps, ou même j'ai vu de AI Ops. Donc ça, c'est les personnes qui sont plutôt en fait dans l'opérationnel dans les boîtes. C'est des personnes plutôt qui vont être tournées autour de tout ce qui va être CRM, de tout ce qui va être gestion des process, amélioration des process. Donc ça va vraiment être des rôles que vous allez voir en fait de plus en plus qui sont très intéressants et bien évidemment dans lequel en fait toutes les compétences d'un product builder vont être complètement sollicitées et dans lequel vous aurez effectivement de l'intérêt à y aller. Vous avez effectivement alors, tous les rôles qu'on pourrait après appeler growth, alors growth marketer, growth manager ou autre. Ça, c'est des rôles un petit peu plus complexes à cerner d'un point de vue fiche de poste, mais ce qu'on reconnaît quand on va regarder une fiche de poste en particulier autour du growth, on se rend bien compte qu'en fait, ils utilisent déjà beaucoup d'outils no-code pour faire des reporting, pour automatiser des choses, et donc à ce moment-là, vous allez voir que finalement, ces histoires de growth, c'est quelqu'un qui est tourné autour certes de la croissance, mais qui finalement met en place en fait beaucoup d'opérationnels en fait derrière pour aller chercher cette croissance et qui utilise énormément d'outils d'automatisation ou d'outils no-code. Ça, c'était les différents rôles. On a dit Product Builder, RevOps, AIOps, Growth, qui peuvent être impactés et qui ont vraiment l'intérêt avec ces outils no-code et cette partie d'IA générative. L'autre question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour accéder à ces rôles-là? Eh ben, tout simplement, moi, je pense qu'en fait, la bonne manière en fait d'y accéder, c'est tout simplement de s'y former. Soit vous avez déjà un parcours technique et vous savez comment faire, soit vous êtes déjà probablement product manager et vous avez un œil technique et une appétence pour la technique et probablement déjà tout seul, vous avez déjà fait des choses et vous êtes capable de le faire. Mais il faut savoir effectivement que vous avez la possibilité aussi de vous former autour de ce métier-là en fait de product builder. Et vous savez qu'avec Uncode School, en fait, depuis déjà des années, on forme en fait des product builders sur le marché. Mais là, petite nouvelle effectivement à vous annoncer, puisque ici je parle de nouvelles formations sur Uncode School et tout simplement parce que en fait aujourd'hui je suis très fier de vous annoncer que Uncode School en fait rejoint Cartesia Éducation pour poursuivre l'aventure en fait Uncode School et commencer à se développer encore plus que ça ne l'était en fait aujourd'hui. Je suis très fier de ça et très fier que Cartesia Éducation en fait puisse reprendre le flambeau. Et donc là, l'idée, c'était de vous présenter un peu la suite de ce qui va arriver et qui est tout aussi passionnante. Parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours la même mission. La même mission et celle d'Uncode School, qui est là depuis le départ, c'est de devenir autonome sur les sujets no-code. Ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà auparavant, qu'on va continuer effectivement à faire vivre, à améliorer, mais également le positionnement d'IA générative, je vous en ai parlé en fait auparavant, et bien évidemment, je pense que dans le rôle de Product Builder, demain, on doit absolument intégrer l'IA générative dans le building, dans la construction en tant que telle. Donc ça, la mission reste inchangée, c'est juste qu'on va augmenter effectivement la formation et la vision qu'on en a. Ensuite, bien évidemment, je vous ai dit solide sur les appuis tout à l'heure. Uncode School, aujourd'hui, c'est quand même aussi une formation qui fonctionne et il y a des choses qui ne changent pas parce qu'il y a des choses qui ont déjà fait leurs preuves et notamment sur le fait qu'on s'était concentré sur Uncode School, sur le fait de maîtriser et d'obtenir des bases techniques solides. Je vous l'ai dit, effectivement qu'on va pouvoir déléguer de plus en plus finalement à des logiciels le fait d'être capable de créer des applications, des automatisations ou autres, mais en fait, il faut savoir ce qu'il y a sous le capot. Il faut comprendre en fait comment est-ce que ça fonctionne. Et ça, c'était vraiment tout l'objectif en fait d'Uncode School, c'était d'avoir des bases solides, techniques et de les maîtriser complètement. Et ça, c'était un point qui était extrêmement important et c'est probablement la différence en fait qu'on faisait peut-être avec d'autres formations. On insistait vraiment sur ces bases techniques et des bases techniques qui parfois sont vraiment, on revient à des choses comme comment est-ce qu'on architecture une base de données, comment est-ce que on est capable effectivement de comprendre ce que c'est qu'une API et de l'utiliser, de comprendre aussi un petit peu de code, HTML, CSS, JavaScript. Ça, c'est des termes en fait qui peut-être vous parlent, mais l'objectif, c'est que, encore
une fois, l'idée n'est pas de faire de vous, en fait, un développeur de code, de programmation scripturale, hein, c'est ce qu'on disait au début, mais c'est de vous permettre de comprendre ce qu'il y a en sous-jacent, ce qu'il y a sous le capot, parce que si un jour vous en avez besoin, vous allez voir qu'en fait, toutes ces bases solides que vous aurez eues lorsque vous faudra débugger quelque chose ou autre, et bien tout simplement, vous en aurez besoin. Donc ça ne change pas. Ces bases techniques, elles vont être là, elles vont continuer à être consolidées, et vous devez les avoir. Autre point qui était effectivement important, c'était le portfolio. Encore une fois, une formation c'est bien, mais si jamais en fait vous ne faites pas vous vous entraînez pas, vous n'avez pas un portfolio en fait assorti, vous n'avez pas plusieurs projets en fait qui sont faits à la fin de la formation, finalement la formation ne sert pas à grand chose. Le vrai intérêt, c'est qu'elle vous permette d'agir. Et ça, c'était un point qui était important. Et on va mettre encore une fois le paquet sur le sujet en fait du portfolio. L'objectif, c'est de vraiment vous faire travailler sur des cas concrets, mais des vrais cas concrets, pas imaginés et sortis dans la tête d'un prof, des vrais cas concrets en fait qu'il y a eu vis-à-vis de clients et de vous montrer en fait comment est-ce qu'on les a résolus et comment est-ce que vous pouvez les reproduire. Ça, c'était un point important, c'est quelque chose qui a bien plu en fait à l'époque sur une code school et on souhaite continuer en fait dans cette direction. La question de la qualité, bah aujourd'hui effectivement on a quand même plutôt des bons retours en fait sur la formation, c'est que visiblement en tout cas ce triptyque en fait d'être capable de maîtriser, d'obtenir des bases solides et d'avoir un portfolio et d'avoir effectivement ces éléments-là, bah, ça faisait partie effectivement de cette qualité-là. Et on n'est pas là pour parler des choses qui sont simplement hype, on est là vraiment pour vous apprendre à construire quelque chose qui puisse vous permettre effectivement derrière d'aller proposer vos services lorsque vous aurez terminé la formation. Et ensuite, il y a un dernier point qui était important aussi, c'est la question de l'entraide. Hein. Il y a un Discord auquel vous aurez accès avec une équipe pédagogique qui vous permettra effectivement de répondre à vos questions. C'était déjà le cas en fait auparavant, et le fait que là, tout simplement, on passe à l'échelle avec Cartesia Éducation, ça change pas. Le Discord est là pour rester. Mais par contre, à qui est-ce destiné? Hop. Alors, je vous ai, il y a une petite slide qui est partie, mais il y a quelque chose effectivement qui va entre guillemets changer et par la suite, c'est tout ce qu'on va ajouter en plus. Alors la réalité, c'est qu'il va y avoir des nouveaux formats en fait, notamment de live. Alors là, c'est un premier live qu'on fait qui est plus généraliste, mais il y aura des formats live dans lesquels en fait, c'est plus seulement de l'asynchrone qui sera proposé, mais également en fait du synchrone, où vous allez retrouver en fait différents formateurs qui vont vous aider à progresser au fur et à mesure. Ça, c'est un point qui effectivement est très important par la suite et qui va changer probablement le format et qui va vous permettre probablement aussi de progresser encore plus, de pas rester tout seul et vraiment d'être accompagné non plus seulement par un groupe sur Discord, ça restera sur du en ligne, mais par contre vous aurez vraiment des rendez-vous avec des profs qui corrigeront des devoirs, auxquels vous pourrez poser des questions. Il y aura vraiment cette interactivité qui va encore s'augmenter un peu plus et qui va être vraiment, je pense, vraiment pertinente en fait pour la suite. Et puis autre point, effectivement, à l'heure actuelle, en Code School, en fait, on a beaucoup insisté sur la partie no code et le fait que effectivement Cartesia reprenne le flambeau et ajoute en fait toute son expérience derrière. L'idée, c'est de vous rajouter effectivement toute la partie d'IA générative pour améliorer encore plus cette formation et vous montrer comment cette IA, d'une part, elle peut vous être utile, elle peut être utile à vos clients lorsque vous aurez fini la formation, et comment ces IA peuvent évidemment être combinées avec les outils no-code par la suite. Donc ça, c'est des points qui sont importants et c'est pour ça que je parle de nouvelles formations. C'est que on reste sur ce qui a fonctionné et on essaye de l'améliorer encore plus par la suite. Alors, à qui est-ce que c'est destiné? Parce que c'est souvent des points en fait qui sont proposés, notamment à 3 personnes qu'on a vues au passage. Donc, tous les débutants. Et ça, c'est un point qui est très important. Même si vous ne connaissez pas de code ou autre, ce n'est pas un problème. La formation vraiment reprend tout en fait de A à Z, donc c'est totalement adapté à des débutants ou des débutantes. Ok, ça je veux être très clair dessus. Je pense que la question m'a été posée en fait des dizaines, si ce n'est des centaines de fois en fait. Si vous êtes débutant et globalement vous savez utiliser, on va dire, un tableau Excel, globalement vous pouvez rentrer dans la formation. Si vous êtes motivé par ces outils, si vous êtes motivé par ce métier,
à un moment donné, il n'y a aucun problème. Vous pourrez arriver à la fin sans souci, puisqu'on vous prend de A à Z sur tous les produits. On vous aide vraiment tout au long du chemin à progresser. Ça, je voulais vraiment le dire en fait au début. Ensuite, je pense qu'il y a vraiment deux profils en fait qui sont vraiment adaptés à cette formation. Les premiers, c'est les freelances, bien sûr. Il y en a énormément en fait qui ont choisi effectivement d'avoir une carrière qui soit plutôt axée vers le service et qui souhaitent devenir en fait freelance par la suite, peut-être monter leur agence si jamais ça grossit, tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et globalement, il y en a beaucoup qui veulent être freelance. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'avoir ces services-là et qui attendent que ces personnes-là puissent effectivement arriver sur le marché. Et donc, par conséquent, je pense que pour les freelances, c'est totalement adapté à ça. Il y en a beaucoup qui sont sortis en tant que freelance déjà d'Uncode School. Et autre point, bah, c'est plus la question, effectivement, si vous souhaitez être salarié, donc aller travailler en fait dans une entreprise, quel que soit le contrat, là aussi c'est adapté. Il y a des entreprises, hein, vous pouvez regarder effectivement sur Internet, il y a des entreprises qui recherchent en fait des product builders. Et donc, par conséquent, à ce moment-là, bah, vous pourrez également, à la fin de la formation, proposer aussi vos services sur ça. Alors, bien évidemment, nouvelle formation avec des nouveaux add-ons. Effectivement, nouveau prix. Aujourd'hui, on passe à 1850 euros TTC, mais il faut savoir effectivement qu'il est payable en 7 fois sans frais. Là-dessus, effectivement, je vous laisserai voir avec les équipes si vous avez des sujets sur le tarif, sur comment est-ce que ça se met en place, le 7 fois sans frais ou autre. À titre personnel, et je le redis, Uncode School reste encore énormément compétitif avec un tarif comme ça, par rapport à tout ce qui est proposé à l'intérieur, à toute la belle équipe pédagogique en fait de Cartesia Éducation qui est derrière avec Uncode School pour faire ça. Donc je pense que ça reste quand même une très belle affaire aussi de pouvoir avoir ce type de formation. Et puis de toute façon, bah, en fait, si vous êtes intéressé, en fait, le plus simple, c'est tout simplement que vous puissiez prendre rendez-vous. Normalement, vous allez recevoir en fait le replay en fait de ça et ensuite normalement il y a quelqu'un qui vous recontactera, donc vous pourrez parler avec une personne un peu de votre projet professionnel, de comment est-ce que vous voyez les choses et puis de ce qui peut vous intéresser pour savoir si la formation vous conviendrait et complètement adaptable en fait à votre emploi du temps. Donc je pense que c'est très intéressant. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec une personne du coup de chez Uncode School pour que vous puissiez justement qu'elle puisse répondre à vos questions. Et d'ailleurs, quand on parle de questions, moi je vais avoir alors quasiment terminé. Peut-être avant de prendre vos questions, parce que j'ai vu que malheureusement, en fait, je me suis un petit peu perdu et je n'ai pas répondu à vos questions, donc je vais les reprendre parce que je les ai sur le côté. Juste pour vous dire que ce live-là, c'est le début d'une suite d'autres lives qu'il va y avoir en fait dans les prochaines semaines. Vous pouvez retrouver effectivement sur le site en fait les différents lives qu'il va y avoir auxquels vous pouvez assister avec d'autres formateurs en fait d'Uncode School. Le prochain, ça sera à faire aussi bien qu'Apple.com avec Figma et Webflow. Ce qui est intéressant en fait avec ce live là, c'est notamment qu'on va parler effectivement front-end. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on voit à l'écran. On va apprendre un peu à prototyper en fait un premier site web et à utiliser un outil qu'on utilise chez Uncode School et pour lequel vous serez formé, qui est Webflow. Donc vous aurez déjà un premier aperçu, vous aurez la possibilité effectivement du coup de tester par vous-même peut-être pour refaire en fait pour refaire ces sites web. Et ensuite, il y aura un autre live par la suite, la semaine d'après encore, qui sera sur l'automatisation. Et notamment, en fait, il y aura un sujet autour de Make, des API, bien évidemment, en fait, des agents IA par la suite, qui sera fait par un autre formateur d'Uncode School et qui permettra effectivement d'aller plus loin et de vous faire finalement presque des tutos, en fait, par rapport à ce que moi j'ai déjà raconté par la suite. Donc voilà, je vous laisse aller sur le site effectivement pour aller voir les prochains événements et les prochains lives pour voir ça, qui sont tout aussi passionnants et qui vont vous permettre de rentrer plus dans le vif du sujet. Et du coup, si ça vous va, je vais essayer de reprendre en fait les différentes questions qui y a eu. Alors,
Première question de Thomas, est-ce que le no-code et l'IA ne risquent pas de créer une dette technique invisible dans les entreprises? Alors c'est une question qui est plutôt assez large en fait dessus. La réalité c'est que je pense que malheureusement en fait déjà avec du code, pour très bien connaître et pour travailler dans d'autres entreprises aussi, même avec du code, il y a déjà de la dette technique. La dette technique elle sera toujours là par la suite. Je pense que par contre, si on est capable de mettre en place des standards, on est capable de mettre en place des process, bah, la réalité c'est que cette dette technique, on peut essayer de la limiter et probablement que peut-être avec de l'IA, mais là on voit un peu dans le futur, je peux pas trop me projeter. La réalité c'est que effectivement cette dette technique, elle sera peut-être comblée par une IA qui arrivera à optimiser certains points. Là, je pense que pour le coup, il y aurait une belle question à avoir sur le sujet. Ensuite, doit-on avoir quand même des bases en code pour utiliser les outils no-code? Alors c'est probablement ce que je vous disais en fait tout à l'heure et qui était intéressant. Non, savoir coder n'est pas du tout un prérequis pour utiliser les outils no-code. En vrai, aujourd'hui, si vous êtes vraiment débutant, on pourrait complètement arriver, et je l'ai fait déjà des centaines de fois, d'arriver avec des débutants et des débutantes qui ne connaissent pas de code et qui sont capables d'utiliser des outils no-code. Ce qui nous intéresse, par contre, c'est pas juste d'utiliser des outils no-code comme ça et de faire du clic-clic partout, c'est vraiment d'être professionnel sur le sujet et du coup d'être capable d'aller voir plus loin que ces outils-là et de les pousser à leurs limites. Et par conséquent, si vous voulez arriver à faire ça d'un point de vue professionnel, vous êtes obligé d'avoir des bases solides et d'une culture technique qui est quand même solide. Et donc, ça, c'est un point sur lequel on avait vraiment mis un point d'honneur à essayer chez Uncode School de faire du mieux qu'on pouvait quand même sur le sujet pour vous apporter cette culture technique. Je vous parlais de base de données, je vous parlais d'API, je vous parlais un petit peu de code. Ça, c'est des choses qu'on voit en fait effectivement de A à Z. Donc, non, pas besoin de connaître le code pour utiliser des outils no-code. Mais si vous voulez les utiliser d'un point de vue vraiment professionnel et les pousser plus loin, et ben avoir des notions de code nous paraissent absolument indispensables. Autre question. Qu'est-ce qu'on a un réel plaisir de revoir Uncode School en piste. Merci beaucoup, OP. On ne parle pas ou pas assez du RPA. Milan, qu'en penses-tu? Alors, le RPA, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle le Robotic Process Automation. Globalement, vous avez deux choses. Imaginons la plupart des logiciels en fait sont accessibles via, alors je vous le fais très rapidement, sont accessibles via ce qu'on appelle en fait des API. Donc c'est-à-dire ils ont des points d'entrée, des sortes de portes en fait que vous pouvez ouvrir pour récupérer des informations et faire des actions sur des logiciels. Mais il s'avère qu'il existe aussi certains logiciels qui sont très anciens, qui n'ont pas en fait ces fameuses portes, ces fameuses API, et pour lesquels on doit utiliser en fait des robots qui vont faire des actions à la place en fait d'un humain derrière. Par exemple, dans le cas de logiciels d'intérim, par exemple, ça existe pas mal. Et effectivement, du coup, la RPA, je ne sais pas à quel moment on peut utiliser ça comme étant un outil no-code. Je pense que le sujet de la RPA aujourd'hui, il est beaucoup en train de changer avec tout ce qui est IA générative et notamment le fait qu'il y ait des agents qui soient capables effectivement de faire des actions sur ces logiciels-là. Donc le RPA tel qu'on l'a connu avec des logiciels comme UiPath ou autres, je pense qu'il a peut-être un petit peu de plomb dans l'aile. Là, ça serait un sujet qu'il faudrait voir avec des personnes qui sont encore plus professionnelles sur le sujet. Je vous avoue ne pas être notamment vraiment un expert de la RPA, mais voici ce qu'on pourrait avoir déjà comme première réflexion dessus. Donc effectivement, du coup, le métier de product builder, effectivement, il est reconnu par France Compétente. Hein, quelqu'un a trouvé, il y a le site RNCP 3908 en fait qui a un titre en fait qui permet de reconnaître en fait le terme de product builder. Ensuite, effectivement, oui, les débutants en fait. Pour le coup, pas de problème avec ça. Pour le coup, les débutants en fait peuvent bien évidemment, je crois que je l'ai dit tout à l'heure en fait, avoir accès en fait à la formation et peuvent démarrer entre guillemets sans difficulté. Le seul point qui me paraît vraiment important, c'est que par contre, il faut un débutant motivé. Parce que c'est des choses qui prennent un peu de temps.
il y a forcément un petit peu de difficulté en fait au début, même si vous avez des gens qui sont là, une équipe pédagogique qui est là pour vous accompagner, des contenus pédagogiques qui ont fait leurs preuves et qui sont aujourd'hui de qualité, mais la réalité c'est qu'il reste quand même une étape, plusieurs étapes techniques à passer, et donc il faut vraiment garder cette motivation au quotidien. Débutant, aucun problème. Donc je parle surtout de débutants motivés. Roman, intéressant. Quels sont les outils no-code étudiés dans la formation? Alors, les outils no-code étudiés dans la formation, il y en a plusieurs. On utilise notamment, en fait, pour tout ce qui est documentation, on va utiliser Notion. Ensuite, on va utiliser pour tout ce qui est base de données, on va utiliser notamment Airtable. Sur toute la partie API, on va utiliser Postman, qui est un outil plus dev, mais qui va vous permettre de comprendre les API. On va utiliser effectivement Make, et sur la partie front-end, on va avoir du Figma et du Webflow. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces outils-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a essayé de trouver des outils en fait qui étaient d'une part en fait modulaires, c'est-à-dire qui correspondaient en fait à soit un élément du back-end, soit un élément du front-end. L'idée, c'était de vous permettre d'être le plus agile possible et pas de proposer juste un outil qui était capable de tout faire et qu'on aurait pu vous dire qui est le meilleur. En fait, c'est pas le sujet. L'idée, c'est de vous trouver les bons outils qui sont bien adaptés à ce que vous voulez faire en fait particulièrement. Donc en fait, vous avez plusieurs outils que vous allez étudier. Ensuite, comment est-ce qu'on a choisi ces outils? On a cherché parmi les outils qui étaient les plus plébiscités du marché par les entreprises. Donc en fait, c'est des outils que vous allez retrouver par la suite, soit en entreprise si vous désirez être salarié, soit tout simplement en fait que vous pouvez proposer à vos clients en tant que freelance. Et ensuite, on a essayé de chercher également des outils qui respectaient des standards, parce qu'imaginons qu'à un moment donné, et ça pourra arriver, qu'il y ait un ou deux outils qui aujourd'hui soit tout simplement l'entreprise pour une raison X ou Y disparaît ou autre. C'est une entreprise qui a des standards et vous pourrez retrouver ces standards par la suite sur d'autres outils. Donc typiquement, si aujourd'hui vous utilisez du Make et à la fin de la formation vous savez utiliser Make, si potentiellement vous arrivez en entreprise et qu'on vous met sur un outil qui est un peu similaire qui s'appelle N8N, eh ben la marge de compréhension et d'action, la marche est très petite. Et vous allez être capable d'être autonome rapidement, alors que ce n'est pas forcément un outil que vous avez vu en formation. Et ça, c'est un point qui était important. Donc, effectivement, pour le coup, voici les outils qu'on voit en formation. N'hésitez pas peut-être à aller voir sur le site, hein, il y a encore plus de détails sur les différents outils, le chapitrage en fait de la formation, qui vous permettra de voir plus en détail en fait comment ça se passe. J'essaye de reprendre d'autres questions. Et si c'est un niveau moyen, est-ce qu'on va s'embêter? Alors du coup, je ne sais pas trop ce que ça veut dire un niveau moyen. Donc difficile pour moi, en fait, Guillaume, de répondre un peu à cette question. Pour le coup. Mais on essaye de pousser quand même pas mal, en fait, on essaye de pousser pas mal les outils, donc je pense qu'il y a moyen toujours d'apprendre des choses ou de revoir des éléments qu'on aurait peut-être mal vus avant. Donc faut définir un peu plus ce que c'est que niveau moyen, mais globalement je pense pas qu'on va s'embêter à regarde à la limite un petit peu plus le détail en fait du programme pour voir comment tu te sens vis-à-vis de ça. Du coup, une personne peut limite se reconvertir, s'orienter vers cette formation et être opérationnelle à la fin. Quels secteurs, selon vous, sont en demande? Alors, effectivement, à la fin de la formation, une personne peut bien évidemment se reconvertir. On est sur une formation exigeante. Hein. C'est pas une formation qui dure 1 ou 2 jours. Hein. On est vraiment sur plus de 150 vidéos. On est sur plus de 300 slides. On a vraiment par chapitre en fait des projets pour vous permettre de constituer un portfolio. Donc, c'est pas une formation qui se fait en 3 jours. Donc effectivement, ça par contre, c'est vraiment un point important lorsque vous allez dans cette formation. C'est une formation qui va être engageante, mais à la fin, effectivement, vous pouvez vous reconvertir et être opérationnel. Alors il y a peut-être à un moment donné où vous allez voir que d'ailleurs, il y a des outils qui vont vous parler plus que d'autres, avec lesquels vous allez être plus à l'aise, avec lesquels vous allez vous dire, mais ils sont absolument géniaux, j'aime bien travailler par exemple sur du Webflow, ou je préfère du Airtable, ou j'adore l'automatisation, je veux faire que ça, ou autre. De toute façon, il faudra voir un petit peu tous ces outils-là, mais la réalité, c'est qu'après, vous allez vous trouver un peu vos outils chouchou. Quels secteurs sont en demande selon vous? Là, c'est un peu la question du marché, j'ai fait la slide tout à l'heure dessus, donc je répète un petit peu, mais globalement, aujourd'hui, ça va dépendre effectivement du type de marché que vous visez, mais globalement, en fait, tous les secteurs aujourd'hui
ont besoin soit d'améliorer leur process, soit de développer en fait des applications ou autres. Donc en fait, il n'y a pas de secteur en particulier. Globalement, quel que soit le secteur, en fait, il y a de l'intérêt en fait partout parce que ces besoins digitaux, ils sont partout. Et il y a vraiment des demandes en fait sur ce domaine-là. Et là, tout simplement, hein, il suffit d'aller voir en fait les offres d'emploi, il suffit d'aller voir les plateformes de freelance ou autres, et vous allez voir en fait qu'il y a déjà du monde, et il y a déjà des demandes en fait sur le sujet. Donc les outils no-code étudiés, c'est bon, ça on l'a vu. Ensuite, ok, Rodolphe, t'as répondu à ça. Alors pour la formation, est-ce qu'il s'agit d'un bootcamp? Y a-t-il des sessions qui sont planifiées? Donc en fait là, pour les lives, ils seront effectivement planifiés en amont et ils seront notés. On vous enverra en fait en avance en fait comment est-ce que ça va fonctionner. Rodolphe, tu peux peut-être répondre effectivement sur ce point-là à Roman pour lui donner un peu plus de détails. Mais sinon, Roman, hein, si tu veux, n'hésite pas en fait à passer un coup de fil dessus. Et je pense que là, dessus, on va t'apporter un peu plus de détails sur la manière dont ça se passe. Bah d'ailleurs, oui, Rodolphe l'a proposé. Très bien. Hop. Quel programme de la formation, quels sont les outils utilisés? Bah, je répète, hein, les outils, hein, c'est ce que je vous ai dit avant. Globalement, effectivement, encore une fois, allez sur le site, allez regarder, en fait, tout est expliqué. Serons-nous employables en sortie de formation ou pas encore? La réalité, c'est que ça va dépendre tout simplement, en fait, du boulot que vous allez viser, de l'entreprise et des attentes de l'entreprise. Si vous visez une entreprise qui attend quelqu'un forcément de senior, bah là probablement que ça pourrait être probablement compliqué, mais vous pourrez pas faire tous les projets probablement de A à Z. Vous allez faire déjà tous les projets qui sont proposés dans la formation sont des projets en fait qui ont été menés en tant que freelance et qui sont des projets que vous pourrez proposer à la fin de la formation et qui sont déjà des projets qui sont d'une part poussés techniquement et d'autre part en fait qui sont des projets qui ont été vendus en fait. Donc ça c'est un point qui est important. Programme d'information répondu, employable en sortie de formation, j'ai répondu. Alors par contre sur l'employabilité, je vais quand même faire un point parce que ça c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui le demandent dans la formation. Une formation, c'est une étape. Ce qu'il faut savoir, et si vous voulez vraiment réussir votre reconversion, il y a deux choses que vous devez faire vraiment de manière importante. C'est d'une part, en fait, pas attendre la fin de la formation pour commencer à communiquer et parler à votre réseau de ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que dans la majorité en fait, des cas, si vous voulez démarrer ensuite en fin de formation par faire des choses, eh ben, il faut travailler sur votre réseau, il faut communiquer sur ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, pour que les gens vous recrutent. Parce que si jamais en fait vous communiquez pas en fait sur le sujet, vous travaillez pas votre réseau, ça va être plus difficile que quelqu'un d'autre pour trouver un emploi. Mais en fait la réalité c'est que c'est pas juste sur cette formation On Code School, c'est toutes les formations du monde et c'est globalement tous les boulots. Donc ça c'est point important, vraiment travailler votre communication, travailler votre réseau et autre point, travailler votre portfolio. Ça, c'est un point qui est important. Ce n'est pas parce que la formation, elle est terminée, parce que vous avez fait la dernière vidéo, que vous avez fait tous les différents éléments, qu'il faut s'arrêter. Non, en fait, c'est plutôt, à la fin de la formation, c'est le début de votre nouvelle vie. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut remettre un coup de collier pour faire des projets encore plus complexes, proposer des choses encore plus intéressantes et continuer à vous former, en fait. Et ça, c'est un point qui est vraiment important et que je dis à tous les apprenants, en fait, d'Uncode School. Il n'y a pas une formation et ça y est, c'est terminé, en fait, c'est magique et on a directement du travail, en fait, à la sortie. C'est un vrai process que vous devez mettre en place parce que c'est un process qui est gagnant. Travailler son réseau, commencer à aller dans les Slack, dans les Discord, aller voir les communautés, sortir, commencer à parler, même à ses proches, sur ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez peut-être avoir quelqu'un qui a monté une entreprise derrière, quelqu'un qui est dans une association, vous pourriez aider. Ça vous fait des projets en plus, ça vous fait de la crédibilité en plus, et ça c'est un point qui est vraiment important. Ensuite, voilà, le CPF t'a répondu. La formation permettait de créer des apps iOS, Android. Si oui, avec quel outil? Alors à l'heure actuelle, pardon,
il n'y a pas de formation particulière sur la partie iOS et Android pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est souvent assez difficile pour un débutant en fait d'arriver à faire une application vraiment de qualité derrière, parce qu'il y a beaucoup en fait de bases techniques à avoir en fait dans un premier temps si vous voulez vous mettre à faire ça. Aujourd'hui, les outils no-code étaient notamment probablement un petit peu instables en fait dessus. Et il n'en existe pas beaucoup en fait des outils no-code pour créer des apps iOS et Android. Je peux vous en citer un qui est vraiment excellent, qui s'appelle Flutterflow. Mais globalement, c'est plus un outil que je vois, que vous pourrez utiliser de manière intéressante et sur lesquels en fait vous allez pouvoir progresser à la fin de la formation. Parce que vous aurez déjà acquis de comment est-ce qu'on est capable de faire une base de données, comment est-ce que on est capable de faire et d'interroger une API, comment est-ce qu'on est capable de faire un front-end ou autre. À savoir, attention, une app iOS et Android, c'est assez différent en fait de ce qui se passe sur le web. Vous avez souvent des contraintes qui sont très propres et c'est aussi un métier à part entière. Et la réalité, c'est que aujourd'hui, il y a moins d'opportunités. Je suis obligé d'être honnête, Fabrice. Il y a un peu moins d'opportunités pour développer des applications iOS et Android sur le marché no-code, tout du moins en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il en existe, mais il y en a moins. Et forcément, nous, on a souhaité se mettre sur des choses qui pouvaient aider beaucoup plus de monde et qui étaient probablement peut-être un peu entre guillemets moins niche, hein, même si c'est pas niche de faire une application iOS et Android. Mais globalement, c'est plus concentré sur la partie web. Mais du coup, je vous conseille d'aller voir en fait Flutterflow. Si vraiment ça vous intéresse, parce que c'est vraiment, je pense, l'outil leader sur le marché à l'heure actuelle. Ah bah du coup Younes a parlé de Flutter, c'est plutôt Flutterflow. Ok. Allons-nous étudier la gestion de projet et pour devenir freelance, vous nous guidez dans la structuration, l'organisation, aller chercher des prospects ou autre. Alors effectivement, la partie gestion de projet, là on a essayé de faire quelque chose d'intéressant effectivement sur la partie lorsque vous faites vos projets. Ces projets-là, ils sont issus en fait de projets vraiment qui ont été tout simplement pris en fait qui sont des vrais projets clients. Et en fait, il y a toute une question sur effectivement le départ d'un projet, le suivi d'un projet et la mise en place en fait technique d'un projet. Donc en fait, on vous balance pas juste à cliquer sur il faut faire tel truc, tel truc. Il y a vraiment toute une partie qui est une partie de préparation de projet avec toute la question des user stories, la question effectivement du product management ou autre. Et donc ça, c'est des choses qu'on voit dans la formation effectivement. Et la question pour devenir freelance, alors effectivement là il y a plusieurs. Alors il y a déjà énormément de choses en ligne en fait quand même sur le fait de devenir freelance et sur des ressources qui sont assez intéressantes dans la formation effectivement. Pour le coup, il y a déjà des freelances sur Uncode School qui pourront probablement répondre sur les meilleures manières de faire. Probablement que ce qu'on pourra se faire aussi, c'est peut-être avoir en fait durant des lives des échanges sur la question de comment est-ce qu'un freelance s'organise, comment il va chercher les prospects ou autre. Encore une fois, en fait, la technique est entre guillemets plutôt assez simple. Il faut communiquer, il faut aller parler aux gens. Ça, c'est un point qui est important. Vous pouvez être excellent techniquement. Si personne ne sait sur quoi vous travaillez, ça va être compliqué en fait d'aller voir les gens. Donc ça, c'est un vrai point qui est important. Peut-être une dernière question. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai Alors, comment cette formation peut apporter un data analyst, par exemple en business intelligence, donc la BI, où c'est un métier complètement différent. Là, pour le coup, Lola, alors ce qui peut être intéressant effectivement en data analyst, c'est toute la partie API, c'est toute la partie base de données. Data analyst, il va vraiment y avoir plus une grosse partie back-end, à la fois base de données, API, automatisation. Donc cette partie-là, je pense qu'elle peut vraiment t'intéresser. Par contre, effectivement, la partie front-end, peut-être qu'elle va être un peu moins intéressante. Je suis pas un professionnel effectivement sur data analyst, donc ça va être un peu compliqué. C'est pas une formation data analyst, très clairement. Je pense que ça peut être un complément effectivement pour maîtriser des outils supplémentaires qui peuvent aider pour la data analyse, mais par contre, c'est pas une formation de data analyst.
Effectivement. Alors non, du coup, c'est pas exactement le niveau 2 en fait de la formation initiale Roman. Pour le coup, lui, il est pas encore fait. C'est plutôt une nouvelle formation dans laquelle on essaye d'ajouter en fait différents éléments, notamment la partie IA. Excellente idée d'un live avec les freelances. Bah du coup, je garde ça en tête effectivement pour lancer ça. Et dernière question de Carla. Quels sont les différents moyens de financement et bah, tout simplement les moyens de financement. Là, je vous le rappelle, ici, c'est 1850 €. C'est du payable en fait cette fois sans frais. S'il y a des questions effectivement sur ces sujets, je te propose en fait directement du coup Carla en fait de prendre rendez-vous avec des personnes de chez Uncode School qui pourront t'en parler un peu plus. Il y a tout qui est en dispo sur le site. Dessus, normalement, vous avez à peu près toutes les informations. Écoutez, 21h21. C'est incroyable d'avoir cette heure-là. Bon, j'ai essayé de répondre à la plupart de vos questions. Je pense qu'on va du coup s'arrêter là. Je voulais vous remercier effectivement pour cette soirée, pour vos différentes questions et puis votre temps que vous avez consacré à regarder ces nouvelles tendances no-code et IA. Encore une fois, hein, je pense qu'on est sur une vraie tendance qui a du sens. Ne vous faites pas avoir par la hype, mais regardez vraiment les différentes tendances que je vous ai mises. Non, le no-code est pas mort parce qu'il y a l'IA qui l'a remplacé. Vraiment, gardez ça en tête. Il y a de très très belles opportunités. On va faire en sorte que Uncode School maintenant prenne encore plus son envol et puisse proposer des contenus encore plus intéressants. Je suis très fier de ce que Cartesia va faire avec cette nouvelle aventure. Et bah, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.